Hello, je m'appelle Alexandre Champagne et voici ma toute nouvelle série de capsules qui s'intitule Vive la photo, dans laquelle on va apprendre à faire des meilleures photos. C'est une série de capsules sans prétention, en toute humilité, où je vous apprends un peu comment améliorer votre niveau de talent en photographie et aussi des petits trucs pratiques qui vont vous aider à faire des belles photos de chute et de harfang des neiges. En réalité, ce qu'on va voir dans les capsules tout au long de la série, ça va être des trucs comme par exemple comment travailler avec de la lumière naturelle, comment travailler avec de la lumière artificielle, les logiciels qui sont le fun pour retoucher des photos, comment avoir des bonnes photos bien exposées, comment faire des portraits, comment retoucher des portraits et aussi comment avoir une excellente routine d'hydratation beauté. Non, on la fera pas celle-là. On la fera pas celle-là. Pour la première capsule, aujourd'hui, on va parler des bases de la photo. Donc, qu'est-ce que ça nous prend pour arriver à un beau résultat quand on prend une photo avec un appareil photo numérique? Avant de parler des bases de la photo, je pense que c'est le fun de se remémorer un peu comment ça fonctionne un appareil photo numérique. Qu'est-ce qui se passe quand on déclenche l'obturateur puis on dit « Le petit oiseau va sortir ». Moi, pour vrai, les gens qui disent ça, ils me donnent juste envie de les puncher dans la gorge. Ce qui se passe quand on prend un appareil photo puis qu'on fait une photo, c'est que la lumière va rentrer par la lentille en premier. Ensuite de ça, elle va aller traverser l'obturateur qui est juste en dessous du miroir ici quand il va lever et va aller se loger sur le capteur numérique de l'appareil photo. Ensuite, le capteur numérique va transformer la lumière en signal électrique et le signal électrique va aller se loger dans la petite carte qu'il y a là. Ensuite, on prend la carte, on va développer nos photos à la pharmacie, on les fait imprimer sur des tasses puis on les donne à 2000 personnes. Moi, c'est exactement comme ça que j'ai commencé. Le premier élément clé qu'il y a à considérer pour faire une photo qui est bien exposée, évidemment, c'est l'ouverture de la lentille. Pourquoi je commence par la lentille? Parce que c'est par là que la lumière rentre en premier, donc c'est ce que j'ajuste en premier. L'ouverture de la lentille est exprimée en f. Par exemple, cette lentille-là ici, c'est une Canon 50 mm f1.2. Normalement, on calcule l'ouverture de la lentille avec un f, et plus le f est petit, plus l'ouverture de la lentille est grande. Plus le f est grand et plus l'ouverture de la lentille est petite. Donc à f1.2, on est très ouvert et à f32, on est très fermé. C'est quoi la différence entre une photo qui a été prise avec une lentille ouverte versus une lentille qui était plus fermée? Je vais vous montrer ça ici avec mon ami Martin Scholler, qui est un photographe que j'adore, qui fait beaucoup de portraits de célébrités et qui récemment a décidé de donner tout son temps à des œuvres de charité pour faire des portraits de gens plus vulnérables et pour ça, je l'admire énormément. Prenons ici dans l'écran la première photo, c'est Taylor Swift, si vous ne l'aviez pas remarqué. Si on regarde ici sur la photo, regardez les yeux à quel point ils sont clairs et au focus, et regardez aussi autour de la photo à quel point tous les autres détails sont flous. Dans le fond, ce que ça prend pour faire ça, c'est une lentille qui ouvre très grand, parce que plus la lentille est ouverte, moins il y a de profondeur de champ. La profondeur de champ, dans le fond, pour dire ça grossièrement, c'est la quantité de flou qu'il y a dans l'image. Plus il y a de profondeur de champ, moins il y a de flou, et moins il y a de profondeur de champ, plus on va retrouver du flou. Regardez bien ici, on a plusieurs plans dans la photo. On a le nez, les yeux qui sont derrière le nez et les cheveux qui sont derrière les yeux. Donc le plan des cheveux est flou, le plan du nez ici sur le bout est flou. Par contre, le plan des yeux est complètement clair. Ça veut dire qu'on a un mini espace qui est au focus parce que la lentille est grande ouverte. Donc à la question, comment que je fais pour faire des photos que les yeux sont clairs puis le derrière il est flou? J'aimerais vous répondre, ça prend une lentille qui est le plus ouverte possible. Par contre, il faut savoir que la zone de focus est très sensible. Ça veut dire que si le sujet recule un peu ou avance un peu, on perd complètement le focus d'où on l'avait fait à la base. À l'inverse, si on ferme beaucoup de lentilles et qu'on prend une photo, regardons ici le travail de Ansel Adams, qui est un photographe que j'adore plus que tout, qui est un maître photographe. Il a fait des classiques, ce gars-là. Il a pris beaucoup de photos du territoire américain pendant les années 20 et 30. Avec un gros appareil à pellicule, c'est vraiment un master. Cette photo-là ici a été prise, je n'ai pas les informations, mais je pourrais dire que c'est entre f5.6 et f11 environ. Donc la lentille était beaucoup plus fermée que la photo précédente de Martin Scholler. Et ce qu'on peut observer, c'est que tous les plans sont complètement clairs. Des nuages dans le fond ici, jusqu'aux roches qui sont devant, puis même aux brins de gazon qui sont encore plus près de la roche et cette roche-là qui est coupée. En résumé, si on veut beaucoup de flou, il faut que la lentille soit grande ouverte. Par contre, quand la lentille est grande ouverte, elle laisse passer beaucoup de lumière. À l'inverse, si on veut avoir pas beaucoup de flou et vraiment tous les plans clairs, on ferme la lentille le plus possible. Par contre, il faut savoir qu'il y a beaucoup moins de lumière qui rentre. Et c'est là qu'entre en ligne de compte le deuxième élément pour faire des bonnes photos. Le deuxième élément clé qu'on a à considérer, c'est la vitesse d'exposition. Qu'est-ce que c'est la vitesse d'exposition et quand est-ce que ça rentre en ligne de compte? Dans le fond, il faut se rappeler que la lumière rentre par la lentille, puis ensuite, après avoir traversé la lentille, elle va aller en dessous de l'obturateur pour aller percuter le capteur et se loger dedans. Plus c'est ouvert longtemps,
plus il y a de lumière qui rentre. Moins c'est ouvert longtemps, moins il y a de lumière qui rentre. C'est assez logique. Si vous avez des questions à ce niveau-là, faites juste réécouter l'extrait. D'ailleurs, on va le remettre au ralenti. Il faut savoir que la vitesse d'exposition est exprimée sur la caméra en degrés de seconde. Ça veut dire qu'on peut aller d'une exposition qui est infinie, soit 40, 50, 60 secondes, 1 million de secondes, et on peut réduire le temps d'exposition jusqu'à environ 1/8 millième de seconde. Pour vous donner un exemple, ça c'est 1 seconde. Et ça c'est 1/8 millième de seconde. Checkez bien ça, on va le refaire encore. 1/8 millième de seconde. 1/8 millième de seconde, c'est rapide dans... C'est rapide comme ça. À quoi ça sert de shooter lentement versus shooter rapidement? Je vais vous montrer encore une fois des exemples avec un gars que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle James Michelfelder. James Michelfelder fait des photos pour la compagnie Under Armour, c'est un des photographes officiels de la compagnie. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend des sportifs en photo dans des affaires un peu plus fashion, un peu plus mode, parce qu'il faut aussi qu'il montre du linge. Ici, on voit une ballerine qui est assez exceptionnelle. C'est vraiment une très belle photo. Les couleurs sont extraordinaires. Et là, ce qui est arrivé, c'est que pour faire cette photo-là, probablement que James Michelfelder a fait une rafale de photos, donc pendant que la danseuse s'adonnait à faire sa position. Et il a choisi, en fait, c'est sûr qu'il a choisi celle où le mouvement était vraiment à son sommet, à son pic, si on veut. Et pour faire ça, il a vraiment fallu qu'il règle la vitesse d'exposition assez haute. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment figer le mouvement et pas que la danseuse soit bougée dans la photo. On veut vraiment bien définir les lignes, les bras, les jambes, tout ça. On veut bien définir ça en arrêtant le mouvement. Pour arrêter le mouvement, il faut shooter assez rapidement. À l'inverse, si on va voir le travail de Darren Heath, qui est un photographe de Formule 1 professionnel, c'est un gars qui fait ça depuis des années, qui est hallucinant. Regardez ici la Formule 1 de Sébastien Vettel. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est que les flamèches de la Formule 1 de Sébastien Vettel, on voit vraiment la traîner. Et pour faire des effets comme ça va être important de laisser l'obturateur ouvert beaucoup plus longtemps parce qu'il faut que la lumière ait le temps de bouger pour que le capteur saisisse toute l'étendue du mouvement de la flamèche, par exemple, dans cette photo-là. Ou sinon, peut-être que vous avez déjà vu des photos d'étoiles qui ont l'air d'avoir tourné autour de la Terre. Dans le fond, c'est que vu que la Terre tourne, il y a un mouvement qui s'effectue. Et quand le capteur est ouvert longtemps, bien, il y a le temps de capter tout le mouvement comme ça et de l'enregistrer. Un peu comme on laisse traîner un crayon sur une feuille de papier, c'est exactement la même chose. C'est intéressant de comprendre la relation entre l'ouverture de la lentille puis la vitesse d'obturation de l'appareil ou la vitesse d'exposition. Parce que plus la lentille est ouverte, plus elle laisse passer de lumière. Donc, pour un même degré de lumière, une lentille très ouverte avec la même vitesse versus une lentille qui est moins ouverte, une lentille ouverte va laisser passer beaucoup plus de lumière, puis il y a plus de chances de surexposer la photo et de brûler la photo, comme on dit dans le langage. Une photo brûlée, c'est une photo qui est trop exposée, qui a vraiment trop de lumière, trop éclairée. Donc, c'est important de bien balancer ces deux éléments-là pour avoir une photo qui a une exposition optimale. Il y a un troisième facteur clé qui rentre en ligne de compte pour prendre une bonne photo, et c'est la sensibilité du capteur. Et là, quand je dis sensibilité du capteur, ce que ça veut dire, c'est pas son potentiel à se mettre à pleurer en boule dans la douche en écoutant du Isabelle Boulay. Ça n'a rien à voir avec ça. Je suis un saule inconsolable. Dans le fond, la sensibilité du capteur, ce que ça veut dire, c'est qu'un capteur peut se rendre très sensible ou insensible à la lumière qui va pénétrer à travers la lentille. Pour vous montrer un peu ce que je veux dire, j'ai une photo qui est archi fucking LED de mon barbecue, mais je pense que ça va vraiment être la meilleure chose pour vous le montrer, OK? Première photo, parce que bien sûr, ce que j'oubliais de dire, c'est qu'il faut comprendre que la sensibilité du capteur est exprimée en ISO. ISO 100 à ISO 6400 normalement, mais maintenant il y a des appareils photo numériques qui vont jusqu'à ISO 400-8200, ce qui est assez extrême. Voyons un peu la différence entre ISO 100 et ISO 6400, qui est le maximum de la caméra que je vous ai montré tout à l'heure. Prenons cette photo-là à ISO 100 et regardons la deuxième photo à ISO 6400. OK? Premièrement, quand on regarde comme ça rapidement, on voit pas vraiment de différence, à part que je les ai pas cadrés tout à fait pareil, mais vraiment, généralement parlant, la photo est identique dans les deux cas. Donc, encore une fois, ISO 100, ISO 6400. Par contre, si on se rapproche de la photo, qu'on zoome la photo à 300%, ça veut dire 3 fois sa grandeur normale, je suis bon en mathématiques, hein? On va remarquer ici que les chiffres et les lignes sont bien composés, la ligne est droite, c'est vraiment très intéressant, versus ISO 6400 où la ligne est encore droite, mais il y a énormément de grains dans la photo. Regardez bien, ça c'est ISO 6400, ISO 100. Vous voyez à quel point la différence de grains est énorme. Ici, on perçoit très bien qu'il y a du grain dans les chiffres et dans les lignes noires, puis même on peut regarder dans l'aiguille au milieu, c'est assez intense, versus ISO 100, où on voit absolument pas de grains du tout. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand il y a un manque de lumière dans une situation lumineuse précise, on peut augmenter la sensibilité du capteur pour compenser électroniquement pour l'absence ou le manque de lumière.
Le problème, c'est que plus on augmente la sensibilité, plus il y a du grain qui va se former. Et là, pour vous rappeler comment ça fonctionne, imaginez qu'un capteur très très sensible, c'est Isabelle Boulay qui chante à la pleine lune devant des orchidées. Qu'est-ce que ça peut me faire, l'amour, la guerre? Et qu'un capteur très très insensible, c'est comme, mettons, un viking qui mord des nuques pour gagner sa vie. En sachant ça, je pense que ça va vous donner un bon petit coup de main quand vous allez prendre des photos la prochaine fois dans des situations d'éclairage qui ne sont pas optimales. Normalement, les gens ont tendance à craquer l'ISO vraiment beaucoup, très fort, comme par exemple les caméras qui vont à ISO 400-8200. Moi, je me dis, rendu là, il y a tellement de grains dans la photo que si tu l'imprimes, tu peux sabler des meubles avec. C'est pas vraiment l'idéal, comme ils disent en anglais. En sachant ça, ça va vraiment vous aider parce que la prochaine fois, au lieu de compenser, disons, en augmentant la sensibilité du capteur, peut-être que vous allez ouvrir la lentille un peu plus, peut-être que vous allez shooter plus lentement sur un trépied, des choses comme ça. Mais essayez de faire en sorte que le dernier élément que vous touchez, c'est vraiment l'augmentation de la sensibilité du capteur. Nous sommes maintenant rendus, mesdames, messieurs, à la chronique. Petit truc pratique. Petit truc pratique aujourd'hui, si vous êtes encore débutant en photographie ou que vous n'êtes pas encore capable d'obtenir un bel équilibre entre les 3 facteurs clés que je vous ai donnés aujourd'hui, prenez votre caméra numérique et n'ayez pas honte d'aller shooter en mode automatique. Dans le fond, ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que l'appareil va calculer tous ces éléments-là pour vous. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est de prendre les photos, les mettre dans votre ordinateur puis regarder comment votre caméra a réagi dans différentes situations d'éclairage. En faisant ça, éventuellement, vous allez apprendre la matière puis ça va rentrer tout seul. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de shooter en mode manuel tout le temps pour plaire à des professionnels de la photographie qui te snobent quand tu dis que tu as shooté en mode automatique. Ce qui est important en photographie, selon moi, c'est le contenu photographique. La technique est rendue tellement avancée aujourd'hui que n'importe qui avec un appareil qui a de l'allure peut réussir à sortir une bonne photo une fois de temps en temps. Ça remplacera jamais un bon photographe, mais c'est important de ne pas se stresser quand on fait de la photo parce que ça devrait rester une passion ou un métier qu'on fait vraiment pour le fun. Si vous êtes un peu plus aventurier, il y a 2 choses qui sont intéressantes à considérer sur une caméra photo numérique. Toutes les caméras photo numériques possèdent 2 modes qui sont vraiment le fun, priorité à l'ouverture et priorité à la vitesse. Vous aurez compris que ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, on peut demander à la caméra de prioriser une ouverture de lentille qu'on aura choisie. Par exemple, si on fait une série de portraits puis on veut avoir un style un peu comme Martin Scholler tout à l'heure, on peut demander à l'appareil de mettre la lentille à f1.2 tout le temps et de la laisser calculer elle-même la vitesse d'exposition et la sensibilité du capteur. À l'inverse, ce qu'on peut faire, par exemple, si on va voir une course de Formule 1 puis qu'on sait qu'on doit shooter toujours à 1/500e de seconde pour bien figer les voitures qui s'en viennent dans une courbe, on peut demander à l'appareil de rester bloqué à 1/500e et l'appareil va calculer tout le reste des éléments pour vous, donc l'ouverture de la lentille et la sensibilité du capteur. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que même à travers ces 2 modes-là qui priorisent soit l'ouverture ou la vitesse d'exposition, on peut jouer manuellement avec la sensibilité du capteur. C'est-à-dire que des fois, l'appareil photo peut se tromper ou la mettre trop élevée ou trop basse, on peut aller jouer avec pour avoir une belle photo ou diminuer le grain qu'il y a dans la photo pour avoir des photos de meilleure qualité. C'était tout pour moi pour cette capsule des bases de la photo. Je m'appelle Alexandre Champagne. On se revoit dans la prochaine capsule, mercredi 20h.